Luc. Moi, je suis Marie. Et on avait 2 petites filles. Pénélope et Paloma. Et un été, on avait passé 3 semaines avec elle en vacances. Puis on est partis tous les deux, parce que c'était important aussi d'être à deux quand on est un couple avec 2 enfants. Et puis quand nous sommes revenus, Marie devait aller rechercher Pénélope et Paloma chez ses parents. Et puis le téléphone a sonné, le matin où tu allais prendre le train. Et en fait, il avait sonné plusieurs fois pendant la nuit, mais je ne l'avais pas vu. Et quand j'ai décroché, c'était l'hôpital de Montélimar qui m'appelait pour me dire que pendant la nuit, chez mes parents, un incendie avait pris dans la chambre où dormaient Pénélope et Paloma et qu'aucune des deux n'avait pu être sauvée. Donc il était 8 h du matin, c'était le 11 août. Et on s'est retrouvés tous les deux désespérément seuls. Et on s'est retrouvés d'un seul coup sans plus aucun but dans la vie, puisqu'on avait perdu ce qui faisait notre vie. Je pouvais pas le croire. C'était tellement immonde, c'était tellement soudain, c'était tellement impossible que je ne pouvais pas le croire. Et effectivement, je hurlais, je ne peux pas le croire, tout en sachant intimement au fond de moi qu'une nouvelle pareille, un drame pareil, n'était pas quelque chose qu'on invente, donc forcément c'était vrai. Et en même temps, je ne pouvais pas admettre cette chose atroce. On a encore un peu de mal aujourd'hui. Ouais. Pénélope et Paloma sont mortes le 11 août 2008, donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'elles sont mortes. 1 an et demi après, même si depuis le premier jour, la première seconde, je sais qu'elles sont mortes, je continue à être régulièrement surprise par la nouvelle. Hier, on était sur la tombe des filles, qui est là au sud. Puisque c'était le 4e anniversaire de Pénélope. Et même devant, tu vois, c'est dans ce petit jardin qu'on leur a fait, qui est très joli, etc. C'est un côté réaliste encore. Oui. On a du mal à réaliser qu'elles sont là. Qu'elles sont mortes. Pénélope avait 2 ans et demi. Paloma, elle avait 15 mois. D'ailleurs, il s'est écoulé plus de temps aujourd'hui depuis sa mort que ce qu'on a vécu avec elle. Un peu dur de penser ça, d'accord. L'idée, c'était d'aller les retrouver. Et franchement, je crois qu'on n'avait pas peur. Non. Ça ne nous faisait pas peur. Et ce qui nous a retenus, parce que vraiment, je crois qu'on aurait eu le courage de le faire, ensemble. C'était qu'il fallait aller voir tes parents. Mes parents qui avaient tenté de sauver nos filles étaient à l'hôpital en réanimation. Sur le moment, tout s'effondre et tu sais pas pourquoi d'ailleurs t'agis et je trouve que c'est presque une décision qui t'échappe en fait. Étrangement, notre volonté, presque à nouveau sans se le dire, c'était de voir quelqu'un à 2. Le premier psy a répondu à Marie que, je me rappelle très bien de la phrase, que c'est lui qui jugerait de l'opportunité et de la pertinence de nous voir à 2. Et là on a dit que c'était pas possible. Et là le deuxième psychiatre a dit bah oui très bien pour vous voir à 2. Et donc on est allé. Moi j'étais très dans l'action tout de suite après la mort des filles. Les premiers 10 jours quand nous sommes rentrés à Paris après leur décès, on a tout rangé, il fallait qu'on range. D'abord pour être actif, pour faire quelque chose, et puis pour arrêter de tomber sur des biberons, des canards en plastique, des jouets, enfin voilà, tout ce qui faisait leur univers et notre quotidien. On a rangé évidemment leur chambre, et s'est posé le problème, une fois qu'on a eu rangé les vêtements, les médicaments, une partie des gros jouets qui prenaient de la place, est-ce qu'on démonte leur chambre, est-ce qu'on plie leur lit, est-ce qu'on fait disparaître toutes leurs affaires? Et en fait, on s'est dit, Luc et moi, que c'était pas possible de faire disparaître comme ça nos filles. C'était impossible, c'était insoutenable. Se retrouver avec une grande chambre vide, en l'occurrence grande, parce qu'elle fait 18 mètres carrés, avec des traces de lit sur le sol, de tapis sur le sol, des traces de vie qui ne sont plus, nous aurait vraiment achevés. Et moi, le soir, avant de me coucher, c'est un rite que j'ai institué très naturellement, sans y penser. J'allais prendre leur doudou. Et je leur parlais.
c'était mon petit moment à moi. Je leur demandais où elles étaient, je leur disais j'espère que là où vous êtes bien. J'espère qu'on va se retrouver, j'espère que vous avez le pouvoir de nous aider à continuer, à avancer. Je pleurais beaucoup en faisant ça. En même temps, ça me faisait du bien, ça me libérait. Je me rappelle que j'allais dans la chambre aussi régulièrement, mais c'était moins régulier, c'était moins un rendez-vous. Mais moi, quand les filles étaient vivantes, j'ai commencé avec Pénélope d'ailleurs, j'avais commencé à écrire tous les jours ce qu'elle savait faire en fait. Et j'ai fait pareil pour Paloma, les premiers sourires, la première fois qu'elle prend quelque chose, etc. Et quand elles sont mortes, je crois, dès qu'on est allé dans le sud, dès le deuxième soir on est allé dans le sud, j'avais peur que les souvenirs s'échappent. Donc j'ai continué à écrire. Ça, tu l'as fait tous les soirs. Tous les souvenirs qui revenaient. C'est une façon d'être en lien avec elle et être sûr que rien ne m'échappe. En fait. Ne pas m'échappe aujourd'hui, mais plus tard en fait. Et d'ailleurs je continue. Hier il y avait encore un souvenir qui m'est revenu, c'est beaucoup plus éloigné. Hein. Maintenant je sais pas, c'est une fois tous les 8 jours, puis de ce coup ça fait 3 souvenirs qui reviennent. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, et régulièrement au début, à regarder des photos. On avait des petits mini-films qu'on avait fait avec l'appareil photo. Du coup tu entends les voix, ça part très vite les voix. Les gestes, la manière dont elles bougent, toi aussi ça part. Alors après les odeurs malheureusement tu les as pas. Aujourd'hui il n'y a pas de moyen de les retenir, mais c'était un moyen régulier de les faire revivre, et encore aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. Hier c'était l'anniversaire de Pénélope, on n'a pas eu le temps de le faire, mais je pense que ce week-end, je vais aller regarder des films pour entendre sa voix, parce que c'est bon. C'est bon de se souvenir aussi. Je suis vite retournée au travail après la mort des filles, je suis retournée au travail 2 mois après leur mort. Et tout de suite, j'ai jamais eu peur d'en parler. Et j'en parlais, et on m'en parlait. Et j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver avec des gens qui n'avaient pas peur de me parler de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Une de mes craintes, c'était comment vont être les autres. Et donc, je me suis dit, moi j'ai envie qu'on me parle de mes filles, et puis j'ai envie que les gens ils me parlent de leurs soucis comme ils m'en parlaient avant. Enfin, grosso modo, que les gens soient comme avec nous, comme ils étaient avant. Et donc, très vite m'est venue l'idée que j'allais écrire dans l'entreprise dans laquelle je suis, qu'une centaine de personnes, un mail à tout le monde, pour leur dire ça. Pour leur dire, voilà, les filles, elles sont mortes. C'est pas un sujet tabou. C'est pas un sujet obligatoire non plus. Dans la journée, il y a des moments où je suis très gai, et puis il y a des moments où je suis très triste. Mais je ne suis pas triste toute la journée. Il va falloir continuer d'être avec nous comme vous l'étiez avant, pour nous aider. Être comme avant, c'est-à-dire ne pas avoir peur de nous parler de vos petits bobos, de vos petits soucis, parce qu'on peut imaginer que face à l'immense chagrin qu'on a et ce drame qu'on a vécu, tout paraît dérisoire en fait, et plus personne n'ose te parler de rien, sauf que c'est plus une relation naturelle. Et puis une autre chose qu'on voulait surtout pas, c'est qu'on nous parle comme à des malades. Il n'y a rien de plus terrible que des gens qui s'approchent de vous, qui du coup baissent un peu la tête. Alors, tout ça n'est que conduit par l'empathie. Je sais bien qu'il n'y a que gentillesse chez ces gens-là. Mais c'est déjà, on porte son chagrin à soi-même, donc si en plus on le lit dans les yeux des autres, et qui nous regardent comme si on était des morts vivants, c'est ingérable. Donc... Comme on est à deux et qu'on est vraiment à deux, du coup on a réussi assez vite à reprendre pied sur la vie. Donc quand les gens nous voient, pas forcément d'ailleurs par politesse, mais voilà, on a l'air d'aller bien. Donc quand tu invites des gens à dîner chez toi et qu'ils voient que tu vas bien, du coup, tout va bien et on parle de tout sauf des filles, surtout pas. Et moi je sais que très souvent, peut-être encore plus que toi, je suis sorti frustré, parfois un peu en colère, aigri, qu'en dépit de quelques allusions que j'avais pu faire aux filles, on n'ait pas pris la balle au bon et qu'on n'ait surtout pas voulu en parler. Je sais bien pourquoi ça n'a pas été fait, parce qu'on avait peur de nous causer de la peine, etc. Mais tu vois, tu lances
un peu comme ça des perches, puis on les tend pas. Et toi, tu as quand même envie qu'on parle de tes filles, parce que ça appartient au passé, mais elles sont encore là, très vivantes dans ton cœur, et tu as juste envie qu'on t'en parle. Pas qu'on te parle de ta peine, mais qu'on te parle de tes filles. Tu vois, quand tu dis, tiens, Pénélope, elle faisait ça, comme ça, etc. Toi, tu as envie de dire, ah oui, c'est vrai, Pénélope, vous y pensez souvent, tu as envie que la conversation s'enclenche un peu autour de ça, et rares sont les gens qui ont le courage de prendre ça au bon. Il y en a quelques-uns. Du coup, c'est comme une espèce de source de bonheur et de bien-être. Seul coup, quand quelqu'un prend cette balle au bon et du coup permet l'évocation des filles, en fait, c'est ça dont il s'agit. Ça fait du bien. C'est triste, ça te rend un peu triste, mais ça fait énormément de bien surtout. Et donc ce drame est arrivé à un moment donné où notre couple allait très 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 bien. Et où le lien de l'un avec l'autre, on n'était pas que des parents. Donc c'est peut-être aussi ça notre chance. Ben, on s'est accrochés l'un à l'autre, hein, un peu comme pendant la tempête, tu t'accroches à un rocher, quoi. C'est aussi ça qui nous a aidés à traverser cette période, même si je ne suis pas certain qu'on vive tout exactement de la même manière. Je dirais grosso modo que nous vivons 80% de notre temps sur la même longueur d'onde. Sur le même tempo. Sur le même tempo. On est plutôt triste en même temps, plutôt mieux en même temps. Il y a des choses, des signes qui nous rendent tristes en même temps. On a envie de parler des filles au même moment. On a peur de parler des filles au même moment. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde. Dès le début, on a décidé de tout se dire, tout ce que nous ressentions. Donc ça nous a permis de bien coller l'un à l'autre et de respecter toujours l'autre. Je n'ai jamais privilégié mon chagrin sur le sien ou considéré que son chagrin était plus important que le mien. On est pareil, on a perdu la même chose avec la même violence. Et ça nous a permis, je crois, tous les deux, d'avancer bien ensemble. J'ai eu le sentiment que la mort des filles pouvait tout faire voler en éclats. Si tu le sais très tôt, du coup tu fais attention. Donc quand tu commences à t'énerver, tu sais aussi ce qui est essentiel, c'est d'être avec l'autre, donc tu tempères. Dans les premières minutes qu'on suivit l'annonce de la mort de Pénélope et Paloma, nous nous sommes demandé s'il valait pas mieux mourir pour les retrouver ou continuer à vivre. On a décidé ce jour-là que continuer à vivre, ça voulait dire aussi avoir d'autres enfants qui seraient différents de Pénélope et Paloma, pas des enfants de remplacement, qui seraient des enfants qui sont la suite de Pénélope et Paloma. Je suis tombée enceinte à peu près 8 mois après la mort des filles, après la mort de Pénélope et Paloma. À la fois, quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'étais extrêmement heureuse et extrêmement triste. Et extrêmement triste parce que cette joie me culpabilisait aussi. Je me disais comment est-ce que je peux me réjouir d'être enceinte alors que Pénélope et Paloma sont mortes il y a que quelques mois. Comment est-ce que j'ai le droit d'être heureuse alors que je devrais être malheureuse. Donc c'est un vrai mélange, on ne sait pas quoi penser sur le coup, heureuse, peu heureuse. En fait oui, j'avais la volonté d'être enceinte, j'avais cette envie, et en même temps j'avais l'impression de bafouer leurs souvenirs, de les mettre de côté. Le problème c'est que la mort des filles, elles sont plus là mais tu es encore en lien avec elles. C'est-à-dire que tu es encore dans la relation, tu es encore, quand tu vas chercher des souvenirs, dans l'amour que tu veux leur donner ou que tu vas chercher, et que l'arrivée d'un enfant, tu es dans l'amour que tu commences à donner à un enfant et à une relation que tu commences à investir alors qu'il n'est pas là, et du coup tu as une espèce de deux flux en fait. À la fois un flux qui n'a plus de sens, mais qui est encore là, où tu veux continuer d'aller chercher ce lien que tu avais avec les filles, et puis quelque chose qui va venir, qui donc lui est prometteur, mais en même temps qui te vole du temps que tu avais pour les filles. Ça aurait été, à l'époque, c'est pas le cas aujourd'hui, mais à l'époque je me disais ça aurait été bien que ce soit un peu plus tard quand même. Parce que ce sont 9 mois capitaux pour cet enfant et à vivre pour investir cet enfant. Au fond de moi, au fond de nous, nous savions que c'était mieux d'avoir un petit garçon, que pour ce petit garçon, ça serait pour cet enfant, en l'occurrence un garçon, si c'était un garçon, c'était beaucoup plus facile pour cet enfant d'être
d'être lui. Parce qu'une petite fille, on aurait peut-être surinvesti cette petite fille, on aurait peut-être cherché en elle nos petites filles décédées, on aurait pu être tenté de les rhabiller avec les vêtements de nos filles, on aurait pu, voilà, tenter de comparer en permanence. Un garçon, c'est déjà plus compliqué, oui, parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Voilà. C'était compliqué dans les deux cas. Si on avait un garçon, c'était un deuil sur le fait que ça ne serait pas une petite fille, et que donc l'histoire n'allait pas reprendre. Parce que c'est ça en fait. Hein. Et si c'était une petite fille, c'était très très compliqué parce que comment on allait faire pour pas reproduire et pas rechercher à travers elle les filles perdues en fait. Cette idée-là. Et je dois avouer que quand j'ai su que c'était un petit garçon, sur le coup j'ai pleuré. Parce que ça a été encore un deuil, un petit deuil. Le deuil d'un espoir, le deuil d'une envie d'une petite fille. Et en même temps, au fond de moi, je savais que c'était la meilleure chose. Et c'est vrai que les mois qu'on suivi nous ont permis de préparer l'arrivée de ce bébé. Parce qu'une grande crainte que j'avais aussi, c'était de me dire, évidemment, je vais continuer à pleurer tous les jours parce que mes petites filles, je les pleure tous les jours. Ça fait 1 an et demi qu'elles sont mortes. Là, j'arrive à parler normalement, mais tous les jours, il y a un moment où je pleure, Pénélope et Paloma, où je suis triste, où je suis malheureuse. Et j'avais peur que ce bébé subisse ça. Et j'avais peur de faire un bébé totalement détraqué à l'arrivée, qui est pendant 9 mois une maman malheureuse et un papa qui était mal, et que du coup... Et en l'occurrence, quand nous pleurions, quand nous étions malheureux, on faisait en sorte de dire à ce bébé, c'est pas de ta faute, c'est pas toi, on est heureux de te connaître, on est heureux que tu arrives, on est heureux de t'accueillir. Ce que nous pleurons, ce sont tes sœurs qui ne sont plus. Et c'est difficile à vivre au quotidien, ces petites filles qui sont plus là, mais ça n'a pas de rapport avec toi. C'est que donc on a eu Lancelot, qui est né le 12 octobre dernier. Donc Lancelot a tout petit, il a quelques mois seulement. Et Lancelot est un bébé extrêmement doux, extrêmement gai, extrêmement sensible. Et parfois je me dis, oh mon Dieu, quelle chance on a d'avoir un bébé aussi bien avec ces 9 mois de grossesse, qui n'était pas évident. Et en fait, je crois que ce bébé savait tout, sentait tout, et qu'il a senti qu'on l'aimait, et que le chagrin n'était pas la cause de notre chagrin. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est un bébé complètement normal, qui fait des petits caprices comme les bébés, mais qui est un bébé particulièrement posé. Ce que tu ne dis pas aussi, c'est que pendant tout ce temps-là, toi, tu as écrit sur les filles tous les jours. Et que du coup, ça t'a permis de continuer d'avoir aussi un lien avec elle, et que le bébé, il t'a rien volé de ce lien avec elle aussi. C'est vrai. Et puis j'ai également, et ça a été un lourd travail, fait 2 imposants albums de photos de Pénélope et de Paloma, allant de la naissance de Pénélope à la naissance de Paloma, et puis toute leur vie jusqu'à leur mort le 11 août 2008. Et c'est vrai que ça maintient un lien. C'est-à-dire qu'on n'avait toujours rien fait sur leur tombe. On a décidé de faire un petit jardin avec des petites plantes, avec une marelle, avec un olivier, avec une croix, avec plein d'objets qui évoquent les filles dessus. Ça veut dire que pendant toute une année, on a chiné un peu à droite à gauche, dans les vides-greniers, etc., des objets. Il a fallu dessiner ce jardin. Et puis il est arrivé l'année. Ça c'est terrible, ça c'est très dur. Tu te dis, 1 an, c'est dur 1 an parce que tu te dis, putain, ça fait déjà 1 an, c'est énorme en fait. C'est hier, et puis la vie est passée. Et c'est marrant parce qu'au bout d'1 an, tu peux plus te dire, c'est un cauchemar, je vis, et je vais me réveiller. Je sais pas pourquoi la date anniversaire, elle fait que tu vas sur leur tombe, la tombe elle est bien là, c'est pas un cauchemar. C'est la réalité. Mais en même temps, tout ce qu'on a fait pendant cette année-là, et y compris avec Lancelot qui grandissait, on a continué du coup de pouvoir penser aux filles. Et ça, y compris par ce rendez-vous hebdomadaire chez le psy, qui est une espèce d'îlot où on ne parle que des filles. Ça permet de continuer d'avoir des moments où on pense qu'à elle et qui sont extrêmement importants, surtout avec l'arrivée de ce bébé, parce que du coup tu es un peu emporté vers cette arrivée, surtout les gens autour de toi, ils n'ont qu'une envie, c'est d'oublier tout ce qui t'est arrivé.
Donc ils ont envie de te parler de ce bébé, comment ça va, il était pas très mal avec ta grossesse, etc. Et puis quand il arrive encore plus, et toi, tu as envie de parler de ce bébé, mais tu as surtout le temps qu'il n'est pas là, envie de parler encore des filles qui sont encore bien présentes et qui elles le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. C'est encore aujourd'hui parce que donc, ce bébé est là. Régulièrement, on renvoie des perches et des signes pour évoquer des filles. Parce que, alors là, du coup, quand un bébé arrive, le drame qui t'est arrivé, pour la plupart des gens, il ne doit plus exister. Et d'ailleurs, moi, je suis assez provocatrice. Parfois, ça va tomber comme un cheveu dans la soupe, mais je vais reparler des filles, en dépit de Lancelot, en dépit du temps où j'étais enceinte, voilà, pour que les gens sachent. J'ai besoin que les gens sachent, j'ai besoin qu'elles existent, j'ai besoin qu'on m'en parle. Voilà, j'ai besoin d'échanger. J'ai pas besoin d'enfoncer, j'ai pas besoin de rendre les gens malheureux, c'est pas l'idée. Je veux que mes filles existent aujourd'hui par nous, puisque c'est le seul moyen de les faire exister, c'est que nous en parlions, que nous les évoquions, puisqu'elles ne peuvent plus courir, elles ne peuvent plus parler, elles ne peuvent plus rien. Ce qui est fondamentalement changé quand quelque chose comme ça arrive, quand une mort brutale survient, c'est l'insouciance. C'est-à-dire que reste de façon permanente, c'est compliqué d'ailleurs parce que tu luttes avec ça. Hein. C'est-à-dire que tu as envie, surtout avec l'arrivée de Lancelot, tu as envie de le protéger, en même temps tu sais très bien que tu ne peux pas tout pour lui, que toute sa vie tu ne seras pas à ses côtés, que tu ne pourras pas tout éviter, même en étant à ses côtés, même en étant à 5 cm, tu ne peux pas tout éviter. Donc c'est compliqué parce que c'est une lutte un peu permanente entre être suffisamment léger et accepter cette dure réalité de la vie qu'elle peut s'arrêter, et en même temps être présent et faire attention. Avec les filles, on était léger. On n'était pas insouciant, on était léger. Tout était simple. On partait en vacances avec elles loin, on allait au théâtre, on allait dans les musées, on sortait, tout était simple. Maintenant que Lancelot est là, au bout de 3 mois, je peux dire que c'est presque pareil. Mais il y a quand même, au fond, quelque chose qui est un peu brisé en toi, c'est la croyance en un bonheur qui ne peut pas s'altérer. Moi, jusqu'à la mort des filles, j'étais persuadée que j'avais une sorte de parapluie atomique au-dessus de la tête qui faisait que, parce qu'à 35 ans, j'avais 35 ans quand elles sont mortes, il ne m'était jamais rien arrivé. Je pensais que j'arriverais à protéger Luc de tout malheur avec ce parapluie et évidemment mes filles. Et sincèrement, je pensais que j'avais la chance d'avoir été programmée comme un ordinateur pour être heureuse toute ma vie. Et non, évidemment, c'est pas possible. Et puis évidemment, spontanément, après, je me dis, c'est tellement immonde ce qui nous est arrivé, qu'évidemment, ça va jamais recommencer. C'est pas possible. Quand on a perdu ses filles, on va pas vivre de nouveaux drames. Et puis Luc, mais il a raison, et c'était dur à entendre, et j'aimais pas qu'il me dise ça. Il me disait, tu sais, mon amour, c'est pas parce qu'on a perdu nos filles qu'il nous arrivera rien d'autre. Et c'est vrai que la mort de mes filles m'a fait prendre conscience qu'on est fragile, que Lancelot il est là, mais que Lancelot, il pourrait lui arriver quelque chose aussi. Et j'avoue que quand je regarde Lancelot, ce qui n'était pas du tout le cas avec les filles, j'en suis à me dire, oh, j'espère que je vais le voir grandir, j'espère que je vais le voir adulte. J'ai peur, j'ai pas peur toute la journée, je suis pas obsédée par ça, je me dis pas tout le temps, oh, mon Dieu, il va lui arriver quelque chose, mais j'avoue que jusqu'à présent, je n'avais jamais eu peur. Et aujourd'hui, je comprends la fragilité de la vie beaucoup plus. Je reste par nature quelqu'un d'assez heureux, mais je suis devenue plus pessimiste et peut-être plus réaliste par rapport à la difficulté de la vie. Moi, j'en suis encore au stade où elles s'éloignent, elles continuent de s'éloigner et elles ne sont pas revenues vers moi. J'ai besoin de me remémorer régulièrement. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire, mais j'ai besoin de faire appel à ma mémoire régulièrement pour les faire vivre en moi. Elles ne sont pas là. J'envie les gens qui disent, et je sais que ça va, j'espère que ça va arriver, qui disent j'ai perdu ma mère, mais maintenant elle est tout le temps avec moi, je la sens au-dessus de mon épaule, me parlant, me conseillant, me guidant, me susurrant des mots d'amour. Moi, j'en suis pas du tout là. Donc je suis en recherche de ce lien, j'espère que ce lien je vais le reconstruire, mais c'est terrible, c'est encore plus violent du coup d'ailleurs. Et d'ailleurs avec l'arrivée de Lancelot, elle manque encore plus parce qu'on aimerait qu'elle soit là
pour leurs frères et pour s'en occuper, et elles sont plus là, il y a de moins en moins, elles sont de moins en moins, voilà, elles nous échappent de plus en plus. Le lien avec les filles, c'est marrant parce que moi je suis très très rationnel en fait. Donc je crois pas à tous les signes, la superstition, tout ça, je suis quelqu'un hyper rationnel. Et pourtant depuis la mort des filles, c'est bizarre, mais c'est comme ça et ça me fait du bien, donc je lutte pas contre. Je suis vachement attentif à des signes. Alors je peux en prendre plusieurs. Lorsqu'on a enterré les filles, le soir on les a enterrées, il y avait dans le ciel des gros gros nuages roses. Pénélope elle adorait le rose. D'un seul coup, il y a deux petites formes comme deux petits bébés qui sont dessinés dans le ciel. Je me suis dit tiens, c'est peut-être un signe. Pénélope, quand je la baladais, on me rappelle très très bien la première fois, un jour il y avait la lune le jour. Et elle a regardé le ciel et elle dit ah, la lune. Non, j'entends presque encore sa voix. Et ben, quand je vois la lune dans le ciel le soir, je me dis ah, c'est un petit signe qu'elle me fait. Ces signes-là, j'y crois sans y croire en fait. Mais l'histoire que je me raconte autour, même si je sais que c'est un peu du pipeau, elle me fait du bien. Aujourd'hui, depuis, je sais pas, depuis peut-être un mois, je pense régulièrement aux filles dans la journée, en tout cas, qu'elles viennent naturellement, par des tout petits flashs ou avec des choses qui n'ont rien à voir avec le souvenir en fait. C'est comme si leur présence était là. Je fais ça souvent parce que j'ai l'impression de les avoir chacune sur mes épaules, mais non pas comme un poids, mais qu'elles sont là quoi, toute la journée. Et du coup, c'est comme un lien, enfin je sais pas, c'est comme si je les avais en moi en fait. C'est pas très fort, c'est encore très ténu, parce que bien souvent je cherche des souvenirs et j'arrive pas à les trouver, etc. Mais quelles étaient, leur personnalité continue m'irriguer en fait. Chaque histoire et chaque deuil est tellement différent. Moi, si on m'avait dit que je perdrais mes enfants, ça m'aurait paru abominable et jamais j'aurais pensé que j'aurais pu m'en remettre. J'ai une amie qui était en train de perdre un de ses enfants d'un cancer que j'accompagnais régulièrement pendant 2 ans. Je me disais, mais comment fait-elle pour arriver à supporter l'idée qu'elle va perdre son enfant et après qu'elle l'ait perdu, comment fait-elle encore pour vivre? Nous, notre sort, ça a été le couple. Et pourtant, on connaît quelqu'un dans nos amis qui a perdu tous ses enfants et sa femme. Il ne reste plus qu'un, pas tous ses enfants, presque tous ses enfants, sauf un, et sa femme dans le tsunami. Et pourtant, il n'avait pas de femme, il n'a plus de femme. Il n'avait plus que cet enfant et il est encore debout. On n'imagine pas tous les ressorts de vie qu'on peut avoir en nous. La question c'est comment on arrive à les canaliser. Effectivement, ce qui peut le plus permettre de les canaliser, c'est le don. Alors nous on a la chance d'être à deux. Donc le don c'est de se donner à l'un et à l'autre de l'amour et de l'attention. Mais quelqu'un qui serait seul, il peut avoir ses enfants, il peut avoir ses parents, il peut avoir des amis. Enfin, la ressource, elle est aussi beaucoup dans le don, parce que la vie, elle est beaucoup dans le don. J'ai l'impression aussi que ce qui sauve après tout ça, c'est de pouvoir arriver à donner à l'autre de l'amour, de pouvoir regarder les autres autour de soi et pouvoir les aider. Et c'est vrai que j'ai encore là cette mort des filles dont j'ai envie de faire quelque chose en fait. Et j'ai l'impression que l'essentiel il est là. Pour les filles, nous qui sommes vivants, on doit tout faire pour vivre le plus longtemps possible parce qu'on fera vivre leur existence et leur pensée. Je pense que pour les morts, pour le respect des morts et pour le respect de leur passé, de leur existence, on doit les porter au maximum, pouvoir en parler le plus possible et pouvoir les porter avec nous le plus longtemps possible en ayant la chance d'être vivant, donc en profitant de cette chance et en essayant au maximum d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine. Parfois, en dépit de ce que je viens de dire, c'est parfois culpabilisant.
Parce qu'on se dit, oui, comment c'est possible de rire, d'aller au cinéma, D'être méchant. d'être méchant, toi surtout. mais voilà, je crois que c'est la clé, c'est quand même celle-là, en fait. C'est de faire vivre leur image le plus longtemps possible, et pour ça, c'est de tout faire pour essayer d'être debout et d'être heureux.